Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde. À mes côtés, Jean-Baptiste Placas, éditorialiste à RFI, Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et Sabine Sessou, journaliste indépendante. Au sommaire, la visite à Paris de Paul Kagame, preuve du réchauffement des relations entre Paris et Kigali depuis les accusations pour complicité dans le génocide de 1994. Paris s'est engagé à déclassifier les archives et à mettre sur pied un comité de chercheurs pour étudier le rôle joué par la France. Autre signe de cette normalisation, à quelques mois de la tenue à Erevan du 17e sommet de la francophonie, Paris soutient la candidature de la ministre des Affaires étrangères au poste de secrétaire général de l'OIF. Au Congo, la condamnation à 20 ans d'emprisonnement du général Jean-Marie Michel Mokoko, l'ancien chef d'état-major des forces armées congolaises et candidat malheureux à la présidentielle de mars 2016, est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de détention illégale de munitions de guerre. La dernière visite de travail de Paul Kagame à Paris remonte à 2011, d'où l'importance de sa rencontre cette semaine avec Emmanuel Macron, une rencontre perçue à Paris et à Kigali comme un début de normalisation après plusieurs années de brouille. Le récit d'Emmanuel Godard. New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2017. New Delhi, le 11 mars dernier, pour une conférence internationale. Poignée de main et grand sourire entre le président français et son homologue rwandais qui depuis plusieurs mois tentent un rapprochement. Les signes se multiplient. Février dernier, la ministre française des Sports, Laura Flessel, est à Kigali. Cela faisait 8 ans qu'un officiel français n'était pas venu au Rwanda. Notre objectif aujourd'hui, c'est de valoriser, par le prisme du sport, de valoriser tous les partenariats possibles. C'est un moyen aussi, on l'a vu aux Jeux Olympiques en Corée, de paix. C'est un joli message de paix et de fraternité. Entre le Rwanda et la France, il y a un sujet toujours sensible, le génocide des Tutsis au Rwanda. Kigali accuse depuis des années Paris de complicité, voire de participation au massacre. Rupture totale lorsqu'en 2016, la justice française rouvre une enquête sur l'assassinat du président de l'époque, Juvénal Habyarimana, et accuse Paul Kagame d'être l'instigateur. Le Rwanda rappelle son ambassadeur de Paris, c'était en novembre 2017. La France, par certains responsables français qui étaient les soutiens d'un régime qui a commis un génocide ici au Rwanda, depuis 23 ans, essayent de cacher leurs traces, essayent de brouiller les pistes. C'est ça l'histoire du Rwanda et de la France depuis 1994. Des relations compliquées depuis longtemps, même s'il y a eu plusieurs tentatives pour renouer le dialogue. Le Rwanda, vous accusez la France d'avoir participé au génocide. Vous pensez que la France est innocente dans ce pays? La ministre rwandaise des Affaires étrangères est aujourd'hui pressentie pour être candidate à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Candidature vue d'un bon œil par l'Élysée, qui en serait même à l'initiative. Jean-Baptiste Placas, l'arrivée à l'Élysée d'un homme loin des cercles politiques aux affaires pendant le génocide, est-ce un atout pour la relation France-Rwanda? L'atout, ce serait la vérité. Tout simplement, il faut qu'on sache ce qui s'est passé et quel rôle ont pu jouer certains Français dans ce génocide. Mais comme il a promis de déclassifier un certain nombre de documents, on finira par avoir peut-être pas le fin mot de l'histoire, mais au moins l'essentiel de ce qui doit se savoir. Je pense que il faut jamais oublier non plus, parce que à force d'insister sur le rôle qu'ont pu jouer certains Français dans ce génocide, on finit par oublier que, en fin de compte, ce sont des Rwandais qui ont pris des machettes, des fusils contre d'autres Rwandais. Je ne pense pas que des Français aient été directement mêlés aux tueries.
Et je pense que tout cela ne peut se décanter que si la volonté de transparence va jusqu'au bout. Et maintenant, est-ce que pour cela, il faut offrir en gage la francophonie à Madame Mushikiwabo? C'est une autre affaire. Sabine Sessou, ce qu'attend Kigali depuis, c'est, comme disait Jean-Baptiste, que toute la lumière soit faite. Et ce qu'elle reproche surtout à Paris, c'est d'avoir accueilli et couvert des génocidaires. Il y a ça, mais il y a aussi le rôle de l'armée française sur place, qui est quand même de nouveau dénoncé par le colonel Guillaume Ancel dans un livre très récent, où il rappelle que la France a réarmé des génocidaires qui étaient hors du Rwanda après la fin du génocide. Donc c'est des accusations très graves, et je pense que du côté du Rwanda, tout le travail a été fait. Il y a eu un rapport conséquent. Je pense que la lumière a été faite au Rwanda sur le rôle de la France. C'est du côté de la France que ça pêche, parce que le Rwanda reste un pays ultra clivant, avec un débat souvent très passionné, des acteurs politiques qui sont toujours en place. On a des gens comme M. Védrine ou M. Juppé qui ont des intérêts encore dans notre pays et qui ne peuvent pas faire face à leurs propres responsabilités dans l'histoire, ou qui ne veulent pas. Donc les intérêts politiques français sont toujours à l'encontre, si vous voulez, de la vérité. Mais je pense que du côté de la France, franchement, je me demande pourquoi la France a tellement de mal à dire pardon, juste pardon. Comme l'a fait la Belgique. Comme l'a fait la Belgique. Kouchner l'a dit du bout des lèvres, Sarkozy l'a pas vraiment dit. Qu'est-ce qui empêche la France aujourd'hui, presque 25 ans après, de dire juste pardon? Est-ce qu'il y a un lobby militaire qui est trop puissant? Est-ce que le fait que nos diplomates soient toujours là, c'est trop puissant? Franchement, je ne comprends pas. Stéphanie Hartmann. Oui, c'est sûr. Je pense que la vérité n'a pas été totalement faite, mais on sait globalement le rôle de la France dans le génocide de 1994. Effectivement, comme vient de le dire Sabine, il n'y a que la France les autorités françaises qui ne le reconnaissent pas. En nommant une mission d'historien, en déclassifiant les archives, je pense qu'il y a une volonté aussi peut-être du président Macron de laisser faire ce travail de vérité par la société civile. Et lui, ça le protège effectivement des lobbies qui sont encore en place en France. Par contre, effectivement, qu'il ne soit pas membre du Parti socialiste, qu'il ait 17 ans que Emmanuel Macron avait 17 ans en 1994 est forcément vu comme un atout du côté rwandais. Voilà, on parle d'une nouvelle époque, d'une nouvelle approche. Emmanuel Macron n'est pas tenu comme ses prédécesseurs, comme François Hollande l'était par les anciens du Parti socialiste. Sabine Sessou. François Hollande avait déjà demandé la déclassification de certains documents, et ça a été ridicule parce qu'ils ont déclassifié le menu du déjeuner de Habyarimana à l'Élysée, par exemple. Donc il faut arrêter de rigoler. Si on déclassifie, il faut déclassifier et faire en sorte que notre pays se sorte un peu quand même la tête haut de ce drame, parce qu'on est quand même la patrie des droits de l'homme quelque part. Et l'attitude qu'on a par rapport au Rwanda, presque 25 ans après, je répète, c'est inadmissible. C'est une attitude récurrente de la part des autorités françaises sur beaucoup de dossiers où la France réfute toujours son rôle par rapport aux crimes qu'elle a pu commettre. Surtout en Afrique. Jean-Baptiste Placas, en renouant avec Kigali, Paris amorce également son retour dans la région des Grands Lacs, où son influence était en perte de vitesse ces dernières années. Retour, en quoi serait-ce un retour? En s'alliant, en renouant avec Kigali. Oui, bon, mais il faut renouer avec Kinshasa aussi, renouer avec le Burundi, mais il faut aussi qu'à l'intérieur de ces pays, les changements qui doivent être faits pour que les relations soient possibles avec les dirigeants de ces pays se fassent. Parce que, encore une fois, vous savez, les pays qui assument ce qu'ils sont et qui se respectent sont nécessairement respectés. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec le Rwanda aujourd'hui. C'est-à-dire que on est bien compte tenu de la stature de Kagame et du rôle qu'il joue aujourd'hui, c'est quand même le président en exercice de l'Union africaine. Oui, c'est-à-dire président en exercice de l'Union africaine, ça, c'est pas grand-chose, ça ne change pas une personnalité qui n'est pas
forte en un génie particulier. C'est la personnalité de Kagame qui fait que, bon, on est bien obligé de les respecter. Et de les respecter au point même... C'est bien pour ça qu'il y a intérêt à en faire un allié. Ouais, il faudra du temps pour arriver à ce stade-là, je pense. Sabine Sessou ? Il n'y a pas vraiment d'intérêt stratégique ou géostratégique pour la France d'avoir un allié comme le Rwanda. Je ne vois pas l'intérêt direct de la France. Je pense que c'est surtout un intérêt symbolique et politique. Je veux dire, Kagame est complètement incontournable en Afrique aujourd'hui. Et l'onde de choc du génocide continue de grossir sur le plan politique avec le rôle qu'occupe le Rwanda sur la scène africaine. Il n'y a pas beaucoup de leaders sur la scène politique africaine. Et on peut dire et penser tout ce qu'on veut de Paul Kagame. Mais c'est l'un des rares leaders africains qui en impose. Qui a une vision pour son pays, effectivement. Stéphanie Hartmann. Et tous les deux se ressemblent. Hein. On dit beaucoup que Paul Kagame, bon, il est plus âgé qu'Emmanuel Macron, hein, mais se ressemblent, sont tous les deux très, très pragmatiques. Ils ont tous les deux une vision intellectuelle, un corpus idéologique, qui n'est pas forcément le même, mais ils se retrouvent beaucoup, hein, le côté président de Startup Nation. Je pense que Emmanuel Macron cherche peut-être à s'appuyer aussi sur Paul Kagame, président de l'Union africaine, pour revoir aussi sa stratégie, la stratégie de la France sur le continent africain. La France est très impliquée dans des opérations militaires. Dans la réforme de l'Union africaine entamée par le président Paul Kagame, il y a cette volonté que ces opérations soient davantage financées, que l'Union africaine soit davantage financée par les pays africains eux-mêmes et que ce soit les pays africains eux-mêmes qui prennent en charge leur sécurité. Donc il y a peut-être une volonté de la France, voilà, d'essayer de s'appuyer davantage sur l'Union africaine de Kagame pour la sécurisation du continent, et notamment au Sahel. D'ailleurs, le Rwanda a des troupes déployées en Centrafrique aussi. Et Emmanuel Macron se rendra au prochain sommet de l'Union africaine à Nouakchott. Tout à fait. Jean-Baptiste Blaka, un mot sur la candidature, l'appui à la candidature de Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire général de la francophonie. Pour quelle raison la France lâche-t-elle Michaël Jean, qui a été récemment soutenu par le Canada? Surtout l'argumentation par lequel on veut éjecter Mme Michaël Jean semble un peu léger, à mon avis. C'est-à-dire, on dit Mme Mushikiwabo est femme, qu'elle est africaine, et accessoirement brillante, mais Mme Michaël Jean est aussi femme, elle est aussi africaine. Afrodescendante, oui. Non, mais elle est africaine, c'est-à-dire que c'est une haïtienne. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Haïti, de côtoyer ce peuple, on sait qu'il n'y a pas plus africains que les Haïtiens de ce côté-là de la planète. Donc, je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer sur ces détails-là pour éjecter quelqu'un qui vient de faire un mandat, un seul, alors que depuis la naissance de l'institution, professeur Dandiko Dankulodo jusqu'à Abdou Diouf, les Africains ont été plus souvent que d'autres aux manettes à la tête de la francophonie. Parce que le cœur de la francophonie, en Afrique. Oui, d'accord, mais cette dame, elle est là depuis un mandat et il faut trouver un peu plus de motifs pour justifier son éviction. Et vraiment, les relations, la qualité des relations avec le Rwanda ne justifie pas cela, indépendamment qu'elle soit sacrifiée. Indépendamment des qualités de Mme Mushikiwabo, par ailleurs. Moi, je suis pas tellement... Sabine Sessou. Je suis pas tellement d'accord. Je trouve que Michaël Jean a beaucoup déçu. Je me souviens de l'avoir cherché à l'appeler à un moment où le Burundi vraiment sombrait dans la crise en mai 2015. Et son porte-parole m'avait répondu « Non, mais on n'a pas le temps parce qu'en fait, elle a un cocktail avec Dany Laferrière à l'Académie ».
Et franchement, ça m'avait choquée. Non, attendez, c'est quoi tu as cherché à l'appeler. Oui. Si elle est occupée à ce moment-là, tu peux lui parler à un autre moment. Ben, personne ne m'a jamais rappelé, si tu veux. Non, mais c'est pas parce qu'on t'a pas rappelé qu'elle est C'est une anecdote. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup entendu sur les crises. Sur les problèmes politiques, je suis désolée, Michaëlle Jean, pour moi, elle est ultra décevante parce que sur les rendez-vous politiques, elle n'était pas là et sur tous les rendez-vous mondains, elle était là. Et vraiment, je n'ai rien d'autre à dire. Stéphanie Hartmann. Cela dit, c'est pas très courtois de la part de la France pour le coup, parce qu'ils ont été nombreux à la soutenir. Et là, c'est vrai que du coup, il y a une campagne de presse un peu contre elle, plus ou moins justifiée. Effectivement, le bilan est pas très reluisant. Une chose est sûre, c'est que ce poste de secrétaire général de la francophonie est une monnaie d'échange. En fait, on l'avait déjà préposé à Blaise Compaoré. Je pense qu'il fallait qu'elle s'attende aussi, Michaëlle Jean, en prenant ce poste, qu'elle pouvait être sur la sellette aussi, parce que effectivement, c'est un poste plutôt politique qui, dans le terme de compétences, finalement, revêt pas grand-chose, parce qu'on va faire bientôt le procès à Louise Mouchikiwabo si elle veut être candidate en disant que son pays n'est pas assez démocratique. Ou pas assez francophone, même. Voilà, oui, même si quand même, qui a menacé plusieurs fois de quitter la francophonie. Même si beaucoup de Rwandais parlent encore français. Mais voilà, une chose est sûre, c'est que finalement, c'est un poste de politique, de prestige. Il y a eu des problèmes qui pèsent pas beaucoup, finalement. De démocratie, de droits de l'homme dans une multitude de pays africains durant le mandat de Boutros Ghali, durant le mandat d'Abdou Diouf, et qui n'ont pas été résolus et où la francophonie n'a pas été à la hauteur. Il y a eu des élections qui se sont très mal passées et la francophonie n'a pas été en mesure de dénoncer, de rappeler même les rapports des représentants de la francophonie ont été étouffés dans certains cas. Donc je pense que son bilan... non, je pense qui veut noyer son chien l'accuse de quoi, dit-on? De rage. Ah oui, mais de pire que ça, en l'occurrence. On suivra le sommet d'Erevan qui se tient début octobre en Arménie. Lors de la présidentielle en 2016, le général Jean-Marie Michel Moukoko avait recueilli 13,74% des suffrages. Ne reconnaissant pas la réélection de Sassou Nguesso, il avait appelé à la désobéissance civile. 3 mois plus tard, il était arrêté. Le 11 mai dernier, il a été condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Les avocats de la défense dénoncent un procès politique et grotesque. Le reportage d'André Delpierre. Face au juge de la cour criminelle de Brazzaville, c'est avec le visage résigné de l'homme qui se sait condamné que Jean-Marie Michel Moukoko a accueilli le verdict avant de retourner dans sa cellule, coupable d'atteinte à la sécurité de l'État, de détention d'armes et de troubles à l'ordre public. En répression, leur faisant application de la loi, les condamne à la peine de 20 ans de détention criminelle, décerne mandat d'arrêt à l'audience. Il s'agit là purement et simplement d'un règlement des comptes politiques. Lorsqu'on essaie de faire l'analyse politique de notre pays, je suis convaincu que nous sommes là dans une lutte de succession de pouvoir, dans une lutte de conservation de pouvoir. Réélu pour un mandat de 5 ans en 2016, le président Sassou Nguesso avait obtenu par référendum en 2015 une modification de la Constitution pour pouvoir se représenter et rester au pouvoir. Jean-Baptiste Plaka, 2 généraux condamnés, 20 ans pour Jean-Marie Michel Moukoko et 5 ans pour le général Dabira. Sont-ils une menace pour le pouvoir de Sassou Nguesso? Non, ce sont des gens qui sont autour de Denis Sassou Nguesso depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'un jour ou l'autre, les uns et les autres tomberont à partir du moment où ils essaient de résister à Denis Sassou Nguesso, qui tient plus que tout à son image de marque, et quand il se sent humilié du point de vue de son image, il réagit violemment. Comme disait Raymond Barre, on finit toujours par se brûler à dîner avec le diable, même avec une longue cuillère.
Stéphanie Hartmann, vous partagez l'avis de Jean-Baptiste Placas? En tout cas, c'est sûr que c'est un procès politique parce que jusqu'ici, Jean-Marie Michel Mokoko a été conseiller de Denis Sassou Nguesso. Chef d'état-major des armées pendant 7 ans. Notamment représentant en Centrafrique. Et c'est au moment où il a affronté Denis Sassou Nguesso à la présidentielle qu'il est devenu l'ennemi de l'État et qu'on a ressorti une vieille vidéo. Alors il est accusé de détention d'armes. On n'a jamais retrouvé non plus les armes chez lui. Donc effectivement, voilà, il y a une succession de procès actuellement. On parlait du général Dabira. On peut parler aussi de Jean-Martin Bemba. Il y a celui de Okombi Salissa qui va s'ouvrir mi-juin aussi, pareil, pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc voilà, ils sont nombreux à vouloir faire des complots quand même, c'est inquiétant. Et donc c'est des règlements de compte politiques, mais aussi il faut savoir que ces procès ont été aussi poussés à être faits par le Fonds monétaire international, qui est actuellement en discussion aussi avec le Congo, pays très endetté, qui a besoin d'une aide du FMI. Donc il y a aussi, c'est intéressant de voir comment le FMI aussi est amené à jouer finalement un rôle politique. Ce ne sont pas des procès économiques. Ce ne sont pas des procès économiques. Non, mais alors aussi, voilà, le FMI qui est en train de négocier avec le pouvoir de Brazzaville essaye aussi, demande à ce pouvoir de sortir un peu les prisonniers, que les prisonniers politiques soient un peu jugés, que les prisonniers qui étaient depuis 2 ans, parce que Mokoko était depuis 2 ans emprisonné. C'est quand le FMI a eu besoin, quand le Congo, Brazzaville a eu besoin de. Voilà, moi je pense qu'il y a quand même une influence comme ça, et que c'est aussi pour donner des gages au FMI qu'on organise ces procès. Voilà. Sabine Sessou. Pour moi, c'est une caricature toujours de l'Afrique centrale, cette région d'Afrique qui ne veut pas avancer. Qui va mal. Qui ne veut pas avancer, il n'y a rien à faire, quoi. Il y a 15 pays d'Afrique où il n'y a pas d'alternance, il n'y en aura pas, et ça se passe très mal. C'est en Afrique centrale. Donc cette caricature congolaise me fait penser à une mauvaise pièce de théâtre. Celle qu'ont écrite tous les auteurs congolais depuis 40 ans, c'est toujours la même, et c'est désespérant. On s'interrogeait aussi de la différence de condamnation entre le général Dabira, qui écope de 5 ans, et Jean-Marie Michel Mokoko, qui écope de 20 ans. C'est la première fois qu'une peine aussi lourde est infligée à un prisonnier politique. Pour ses avocats, il s'agit d'une peine de mort, puisqu'il est âgé de 71 ans. Jean-Baptiste Placas. Oui, mais bon, c'est le Congo. C'est le Congo. Mais encore oui, c'est le Congo, et ils sont les premiers à ne pas devoir s'étonner de ce qui leur arrive, parce qu'ils ont vu d'autres de leurs compagnons subir le même sort. Moi, la première fois que j'ai vu tuer physiquement, directement, et diffuser à la télévision nationale un adversaire politique, c'était au Congo. Il s'appelait Pierre Anga. Et ils ont montré ces images-là de quelqu'un qu'on a tué parce que le bonhomme remettait en cause, encore une fois, ce que Denis Sassou Nguesso considère comme son image de marque. Il est très soucieux, très ombrageux sur cette question-là. Dès lors qu'on s'attaque à son image, il peut être extrêmement violent. Et tous ces gens ont assisté à ce sort réservé à d'autres. Et peut-être qu'ils ont pensé que ça ne leur arriverait jamais. Et voilà, c'est tout. Dans le cas de Sassou Nguesso, on dénonce également toutes les dérives de ce pouvoir. Oui, Stéphanie Hartmann. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de tensions au sein des différents clans. D'ailleurs, Dabira est une victime des luttes intestines au sein du régime. Après, il n'y a pas de fatalité à ce que le Congo soit comme ça. C'est surtout ça. La situation actuelle me fait penser plutôt à un régime plutôt finissant. Après, la question, c'est de savoir comment ça va finir, quoi. C'est la même question qui se pose un peu partout, je veux dire au Cameroun, en Ouganda. Des élections sont prévues avant la fin de l'année. Oui, mais il y a un problème de succession et de dinosaures qui restent au pouvoir des 25, des 35 ans et qui menacent de faire ce que j'appelle peser sur leur pays ce que j'appelle le syndrome Mobutu, c'est-à-dire tout fiche par terre avant de s'en aller. C'est-à-dire tout détruire et laisser les autres reconstruire et après moi le déluge. C'est un peu le schéma récurrent. Zimbabwe, pareil. Enfin, tous ces vieux chefs d'État qui ne veulent pas partir. Sassou, maintenant, il en fait partie et il va bien falloir qu'il passe la main et si possible, pas à son fils. Ah ? Son fils. Pas à son fils. Si possible, pas à son fils. De toute façon, ça ne marche pas. Il y a beaucoup qui ont eu
le projet de passer le pouvoir à leur fils, et ils sont partis avec leur fils. Moubarak est même en prison avec ses fils qu'il voyait au pouvoir. On peut vouloir, mais il faut pouvoir. Absolument. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Jean-Baptiste Placas, éditorialiste à RFI, Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et Sabine Sessou, journaliste indépendante. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de TV5 Monde et de RFI, ainsi que sur l'appli TV5 Monde Afrique.